Monsieur le ministre, Excellences, Madame le maire, chers collègues, chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour ouvrir cette séance de rentrée 2019-2020 de l'Académie catholique de France, au cours de laquelle seront notamment installés les nouveaux membres de notre corps académique, Mesdames les professeurs Gilberte Chambaud et Françoise Brochard-Viard dans la section Sciences, Technologies et Médecine, Messieurs les professeurs Olivier Grenouillot et Agostino Paravicini-Baliani dans la section Sciences humaines et sociales, le doyen Andrea Bellantone dans la section Philosophie et théologie, Messieurs les professeurs Yves Godmet, Jacques Gravreau et Monsieur Robert Leblanc dans la section Droit et économie, et Monsieur le préfet Jean-Jacques Brault dans la section Diplomatie, politique et défense. Nous sommes également heureux de recevoir, pour présider cette séance, Monseigneur Roland Minerat, archevêque de Dijon et membre de l'Académie pontificale des sciences sociales, à la fois juriste canoniste et théologien. En votre nom, je le remercie chaleureusement de sa disponibilité. Après le moment musical que l'excellent Thierry Esquèche, membre de la section Arts et Lettres de notre Académie, a bien voulu nous réserver, la parole reviendra à notre collègue, le professeur Jean-Dominique Durand, qui prononcera la leçon académique sur la question européenne. Cette séance intervient dans un contexte de fragmentation sociale lourdement tendancielle. Une société française déstabilisée et désorientée par la montée des tensions, c'est un euphémisme, dans la rue, dans l'école et sur les frontières, et ce, malgré les alertes. Des emballements médiatiques, malgré la rigueur de maints journalistes, la déchristianisation rampante, malgré les germinations évangéliques avérées, mais ce ne sont là que des indices qui font signe vers des déficits de grande ampleur et des défis de grande ampleur, voire des menaces imminentes. Là où le débat public se réduit le plus souvent à une mise en scène théâtrale de postures antagonistes, nous avons autre chose à proposer, à savoir la mise en ordre des questions et la distinction des registres d'analyse qui en traitent. Les médiations réflexives dont nous avons besoin avec une telle urgence, comme celle entre autres que propose notre Académie, n'ont pas pour objet de retarder l'action, moins encore de nous en détourner, mais au contraire de l'orienter en lui indiquant les raccourcis du chemin à prendre. Des chemins sur lesquels se manifeste en réalité une triple alerte, une triple préoccupation, une triple sommation qui nous convoque. La première concerne à court et à moyen terme le destin de l'Europe dont les institutions, malgré l'incroyable série Brexit, semblent résister, mais dont en amont, les esprits vacillent entre les déficits de la mémoire civilisatrice et les craintes du débordement interculturel. Face au problème d'identité du continent, qu'est en quelque sorte venu officialiser l'établissement, à l'initiative de Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, d'un commissariat dédié, je cite, à la protection du mode de vie européen, on serait presque tenté d'appliquer aux Européens ce profond mot d'humour que Oscar Wilde formait à l'intention de ses interlocuteurs manquant de confiance en soi. « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Notre Académie, par un colloque sur l'Europe que notre collègue Jean-Dominique Durand avait organisé il y a quelques années, et par celui qu'elle s'apprête à monter en 2020 à l'initiative de la section Diplomatie, politique et défense, veut regarder les choses en face pour nous assurer que les secousses sismiques de facture écologique, économique, éthique, bioéthique et d'abord anthropologique qu'elle connaît, donneront du poids à chacune de ses composantes nationales et modèleront, ce n'est pas un oxymore, modèleront un nouveau paysage de tradition sans en détruire l'appareil de granit, pour citer une métaphore chère à Maurice Blondel, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la disparition. La seconde alerte, la seconde sommation, concerne à court et à moyen terme le sort des accablements et des adversités ad intra et ad extra
que rencontrent l'Église catholique et le christianisme. Certes, si les chrétiens n'annoncent ni le salut de l'Église, ni le salut du christianisme, mais bien singulièrement le salut du monde, pourrait-il cependant négliger l'état de fragilisation inédite dans lequel viennent de la placer certains de ses agents, et non moins les exercices d'instrumentalisation idéologique, voire pseudo-théologique, dont elle est l'objet. Or, tel est notre fils. Nous ne saurions nous contenter d'un simple saut de funambule entre le jeu des diagnostics, souvent fondés, et le jeu aléatoire des propositions précipitées. Entre deux, c'est la prise en compte du travail de l'immémorial, lequel a dessiné les grandes trajectoires historiques du champ ecclésial, depuis la période patristique jusqu'au dernier concile, que nous voulons voir honorer dans les allées délicates du discernement. La troisième préoccupation, la troisième alerte qui nous affecte, recouvre d'une certaine manière les deux précédentes. Elle concerne le travail de raison en son articulation sensible, mais aussi son articulation éthique, et pour aller jusqu'au troisième stade de Kierkegaard, jusqu'en son moment de sainteté. Sainteté de la raison, en effet. Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison, disait l'essayiste anglais Chesterton, stigmatisant les rationalités qui tournent à vide, déconnectées du réel. C'est pourquoi il est toujours avantageux de se rappeler le mot d'ordre des scolastiques médiévaux visant à observer ce qu'ils appelaient la recta ratio, la raison droite, et ce dans la lignée grecque, principalement aristotélicienne, de l'orthos logos, qui ne détachait jamais l'exercice de raison de l'exigence de vérité et de la pratique de correction pour y parvenir. Ce dont d'ailleurs les juristes s'inspireront dès la Renaissance pour fonder le droit international. C'est afin d'honorer la vertu de cette raison droite que pour son 10e anniversaire, notre Académie a publié un ouvrage, son 20e, intitulé précisément « Rationalité et christianisme contemporain ». Et c'est dans cette même intention exigeante qu'elle déclinera ses 4 prochains rendez-vous. En premier lieu, le colloque blondélien sur la sainteté de la raison. En second lieu, le colloque Marie-Noël consacré à l'élucidation du lien inspirateur entre la poésie et la spiritualité et la sainteté. En troisième lieu, la journée d'études sur philosophie et spiritualité avec un pas de côté vis-à-vis du développement aujourd'hui inconsidéré des spiritualités sans Dieu. Quatrièmement, enfin, le colloque en lien avec la Conférence des évêques de France et en collaboration avec l'archevêché de Strasbourg sur le temps pastoral comme question déterminante pour l'agir ecclésial contemporain. Voilà donc les 3 gageurs auxquels nous aurons à nous confronter au cours de cette année académique, selon le mode évidemment approprié à l'exigence qui fonde et rythme notre académie et dans le souci de rendre humblement le service qui lui revient en communion d'esprit avec les composants de la vie intellectuelle et artistique, de la sphère sociale et du monde religieux. C'est ainsi que je nous souhaite une année fructueuse et laisse sans transition la parole à notre président de séance, Monseigneur Roland Minnerat. Monsieur le ministre, Excellences, Madame le maire, cher Monsieur le Président et chers collègues, permettez-moi de vous remercier pour l'honneur que vous me faites de présider ce soir la séance de rentrée de votre Académie. Mes salutations vont à vous tous, Mesdames et Messieurs, membres de l'Académie catholique de France, et plus particulièrement au professeur Jean-Dominique Durand, que j'ai le plaisir de revoir ce soir. Chers amis, dans ce grand auditorium des Bernardins, j'ai eu la joie de participer au colloque que votre Académie a organisé en 2017 sur la doctrine sociale de l'Église et les mutations actuelles. C'est tout naturellement un thème de doctrine sociale que je voudrais aborder brièvement avec vous dans cette intervention. Ce thème a été traité cette année par notre Académie pontificale des sciences sociales. Il s'agit de la question de la nation et de la souveraineté. Cette question
revêt, à n'en pas douter, une charge émotionnelle, émotion personnelle ou collective, variable selon les temps et les lieux. Sur ce thème qui relève du droit et de la philosophie du droit, la doctrine sociale de l'Église est appelée à jeter la lumière des principes enracinés dans la dignité de la personne et du bien commun et d'offrir des critères de discernement. L'Église catholique, en effet, occupe une position unique pour traiter ce sujet. N'étant inféodée à aucun État, étant présente dans toutes les cultures et toutes les nations, étant elle-même un sujet souverain de droit international, elle a un crédit d'impartialité et un acquis de sagesse. Sans pareil. Car l'enjeu est immense. Sous nos yeux, des pays sont encore en guerre au nom de leurs intérêts nationaux, comme depuis que l'humanité existe. On se souviendra des appels à la paix lancés par Benoît XV au cœur de la Première Guerre mondiale où s'affrontaient les nations européennes. Je cite, « Que l'on réfléchisse bien, les nations ne meurent pas. Humiliées et opprimées, elles portent frémissantes le joug qui leur est imposé, préparant la revanche et se transmettant de génération en génération un triste héritage de haine et de vengeance. Pourquoi ne pas peser dès maintenant, avec une conscience sereine, les droits et les justes aspirations des peuples ?» De la perpétuelle alternance de domination subie et de domination imposée, l'Europe en particulier a beaucoup appris. On aimerait pouvoir dire qu'après 70 ans de construction européenne, une page de notre histoire a été définitivement tournée. Mais les appels au rétablissement des frontières, au refus de l'immigration, à la désolidarisation de la lutte contre le réchauffement climatique, la construction de nouveaux murs font miroiter l'État-nation comme la planche de salut et l'Europe comme la source de tous les maux. Mon premier point, peuple et nation. Nation ou supranationalité, la question se noue ou se bloque autour de la question de la souveraineté. L'Église a-t-elle une position claire à ce sujet ? Il est impossible de donner une définition unique de la nation. On rappellera qu'il n'y a pas de nation sans peuple. Dans son enquête restée exemplaire, Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait recensé une centaine de peuples, d'ethnées, caractérisés par leur religion, coutumes, langue, système économique et politique et leur territoire, ainsi que leurs origines mythiques. Les peuples peuvent être constitués soit en tribus autonomes, comme les Celtes et les Germains, ou vivre en cités autarciques comme les Grecs. Un peuple tend à être autonome par rapport à d'autres peuples et s'autogérer. Des peuples divers peuvent aussi coexister au sein de vastes empires sans perdre leurs caractéristiques. Comme les Grecs, les Romains se comprennent non pas sous l'angle ethnique, mais comme populus, constitués politiquement, créés à partir des différentes gentes, soumis à une même loi, une même constitution politique et appartenant à et partageant une même histoire. Les autres peuples étaient considérés par eux comme des peuples naturels au sens ethnique, sans consistance constitutionnelle. Dans la culture occidentale, le terme « nation » en son origine ne se distingue guère de celui de peuple naturel. Il n'était pas connecté avec un territoire et un État. Il renvoie aussi à un donné, le milieu dans lequel on est né. Il s'entend d'un groupement naturel pré-étatique. En français, le mot « nation » apparaît au XIVe siècle pour désigner les maîtres et étudiants de la Sorbonne, répartis selon leurs origines linguistiques, la nation anglaise, française, picarde et normande. La Révolution française fait de la nation un sujet collectif, incarné par l'État. La nation devient le dépositaire de la souveraineté incarnée jusque-là par le roi. La nation intègre la diversité des peuples qui la composent. L'État unitaire parle maintenant en son nom. La superposition de la nation et de la souveraineté a conduit en Europe au conduit d'État-nation.
Avec le réveil des nationalités au XIXe siècle, deux conceptions de la nation se sont imposées. L'une privilégiait l'aspect volontariste. La nation est un choix que des groupes humains d'origine diverses font de vivre ensemble sur la base des expériences passées, des valeurs communes partagées et un projet pour le futur. Cette conception de la nation libérale et politique convenait à l'idéal démocratique et au régime républicain. L'autre conception mettait l'accent sur les éléments inconscients de la nationalité, notamment la même langue. Elle était liée à une vision organique de la société et voit sa légitimation dans un héritage culturel donné par l'histoire. Bref, la nation serait une donnée de la nature plus que le résultat d'une volonté d'association de ses membres. D'un côté, la nation État, de l'autre, la nation folk, peuple. La souveraineté. La souveraineté est un concept historiquement lié à l'affirmation de l'État sous la forme de l'absolutisme. Avant l'absolutisme, une longue tradition avait précisé les contours des pouvoirs publics et leur légitimation éthique, et les avait inscrits dans l'ordre naturel, puisque leur fin est de faire régner la justice et d'assurer le bien commun. À l'époque moderne, le pouvoir transcende la personne du souverain sous la forme abstraite de l'État. Telle est la conséquence de la distinction des deux corps du roi, brillamment mise en lumière par Kantorowicz. Jean Bodin déclare que le pouvoir de gouverner une communauté politique est souverain, sans autre autorité au-dessus d'elle. La souveraineté est dite une et indivisible. Elle a un titulaire dans le monarque absolu et s'exerce sur des communautés politiques. Cette souveraineté est théoriquement illimitée. Elle s'exerce aussi sur le domaine de la religion. La pensée de Bodin ne considère pas l'existence de peuples, encore moins de nations. La souveraineté a une face intérieure comme pouvoir suprême par rapport à tous les pouvoirs inférieurs dans la société et une face extérieure par rapport aux autres communautés politiques. La vision selon laquelle l'État est le dépositaire de la souveraineté, sans considération des peuples et de la nation, sortira renforcée des traités de Westphalie de 1648, ratifiant le jeu des États souverains à l'intérieur de leur territoire. Jusqu'à la Société des Nations en 1920, il n'y aura que des rapports entre États souverains, tempérés par la doctrine de l'équilibre des puissances en Europe. La souveraineté territoriale absolutisée aura seulement changé de titulaire, elle est restée fondamentalement inaltérée. Le bien commun et la subsidiarité. L'Église a un message pour le monde divisé en nations et en États, souvent antagonistes. Dans l'Église chrétienne, je cite, le mur de séparation a été abattu. Dans le Christ sont réconciliés tous les hommes. Et donc, une nouvelle perspective s'ouvre au genre humain. Alors que l'Europe se morcelait en États souverains, revendiquant l'indépendance et la souveraineté absolue, les fondateurs européens du droit des gens, les Espagnols, Vitoria, Suarez, le Hollandais Grotius, en plein XVIe siècle, ont rappelé que l'humanité ne peut pas se morceler en entités fermées sur elle-même, car il existe un bien commun universel. L'école du droit des gens de Salamanque a inspiré la doctrine sociale de l'Église, qui s'appuie sur le principe de l'unité du genre humain, corrélé avec celui de la destination universelle des biens de la terre. Aucun peuple ou nation ne peut s'approprier ce qui est destiné à la satisfaction des besoins de tous. La souveraineté ne peut disposer ad nutum des personnes et des biens. Il existe une instance au-dessus des États souverains, c'est la loi naturelle inscrite dans les êtres humains. La culture des droits de l'homme constitue un changement de paradigme dans la compréhension de la souveraineté. La Déclaration universelle de 1948 intègre le droit des gens et rapproche les nouveaux standards internationaux de la pensée de l'Église. La souveraineté n'est plus absolue, l'État est au service des droits des personnes et de leur regroupement naturel.
La pensée sociale de l'Église part de la constatation que toute personne est faite pour vivre en communauté avec d'autres. Les communautés auxquelles une personne appartient ne sont jamais une fin en elles-mêmes. Qu'elles soient constituées naturellement ou par décision volontaire, elles existent pour permettre son plein épanouissement à la personne. Nul ne conteste que les nations ne coïncident pas toujours avec des frontières étatiques. Et qu'entre le citoyen et l'État, au fil des siècles, se sont consolidées des entités régionales, provinces, cantons, Länder, qui conservent un fond ethnique remontant en Europe au temps des invasions entre le IVe et le IXe siècle. Ces régions peuvent avoir conservé leur langue et leur patrimoine culturel. Un fort sentiment d'appartenance régionale ne doit pas constituer une menace pour l'unité nationale. À ce sujet, il convient de citer la pensée de Jean-Paul II, dont le concept de nation est caractérisé par ses données naturelles. Une même langue, une même histoire, un groupe ethnique et culturel. Aux Nations Unies, en 1995, il a exprimé le souhait que soit adoptée une charte des droits des nations. L'après-guerre, selon lui, n'a pas respecté le droit des nations, ni à l'intérieur d'elle-même par l'imposition d'un pouvoir monolithique et par l'absorption de nations dans l'Empire soviétique. Toute nation, dit-il, a droit à l'existence, sans pouvoir toujours prétendre à une souveraineté étatique. On retiendra de l'analyse de Jean-Paul II qu'un peuple est souverain par sa culture, avant de l'être en raison de son territoire national. La pensée de Jean-Paul II renvoie la souveraineté à sa source, qui est la sphère de la personne et des peuples. 70 ans de pratique onuséenne n'ont pas amorti le phénomène hégémonique des superpuissances, ni empêché les conflits armés, ni protégé des minorités nationales à l'intérieur des États. Elles ont cependant permis l'adoption de conventions internationales contraignantes et lancé un processus sans précédent de coopération internationale. Que la souveraineté ne soit plus absolue ni indivisible correspond aux réalités expérimentées même par les États les plus puissants. Tous sont interdépendants. Peu sont en mesure de contrôler les flux économiques, technologiques, financiers mondiaux. Les GAFA pilotent l'univers de la communication et le formatage de l'opinion. Bien plus, certains États, comme les États européens, ne sont plus en mesure d'assurer seuls le service du bien commun. Il existe donc un bien commun européen comme il existe un bien commun universel. On peut rappeler que le premier traité instituant la communauté économique du charbon et de l'acier en 1949 était une nouveauté dans le rapport entre les États. Ce traité consent à un transfert de souveraineté librement consenti par les États signataires à une commission dotée du pouvoir de décider à la majorité. Pie XII y voit l'amorce de l'Union européenne, qui ne devrait en aucun cas signifier un effacement des richesses culturelles de chaque peuple. Le second exemple, c'est la communauté européenne de défense qui a échoué, mais encore en 1957, Pie XII regrettait que l'Europe naissante ne soit pas dotée d'un exécutif décidant la majorité et non à l'unanimité. Le principe de subsidiarité est à appliquer à l'intérieur de chaque nation dans le respect des corps intermédiaires et des solidarités régionales, comme dans les rapports entre nations au sein de groupements institutionnels plus vastes comme l'Union européenne. Lorsque la souveraineté ne peut plus jouer au niveau de l'État-nation, il appartient à une union d'États-nations de l'exercer en vue du bien commun. Des formes institutionnelles de souveraineté partagée ne sont pas une menace pour les peuples et les nations. Elles sont aujourd'hui, au contraire, la garantie et la protection la plus efficace de leur spécificité culturelle et de leur identité. Je conclus en disant, les stoïciens de l'Antiquité disaient que le monde est la cité commune aux dieux et aux hommes. La pensée chrétienne regarde la cité céleste à venir comme le lieu et le temps de la réconciliation des nations antagonistes. Cette grandiose vision est celle qui porte l'histoire vers des jours meilleurs, à condition de la concrétiser patiemment par des institutions toujours à parfaire. Merci.
Je remercie en votre nom, Monseigneur Minrat, d'avoir mis à notre service son érudition historique et juridique. Et le temps maintenant est venu d'installer nos nouveaux élus au corps académique. Je les demande de bien vouloir s'approcher autour de ce podium afin que, section par section, nous puissions vous les présenter. Voilà, si vous voulez bien vous avancer immédiatement, je vais laisser la parole successivement aux coordinateurs, aux présentateurs, que sont d'abord le professeur Carosella, ensuite le professeur Armogat, ensuite le professeur Villard-Baron, professeur Flour et le professeur Portelli. Voilà, je laisse la parole au professeur Carosella. Mesdames. Merci, Monsieur le Président. Je représente Yves Pomont, qui est le coordinateur de notre section, la section 1. J'ai grand plaisir d'introduire 2 nouveaux membres dans ces sections, Madame Gilbert Chambaud et Madame François Brochard-White. Madame Gilbert Chambaud, c'est un élève de l'école normale, enfin, il fut un élève de l'école normale, ainsi que Madame White, c'est-à-dire que nous avons 2 élèves de l'école normale, sauf d'anciens élèves, pardon. Sauf que, je vous rajeunis, sauf que Madame Chambaud, elle est chimiste, physicienne, et Madame François White, elle est physicienne. Madame Chambaud, pardon. Madame Chambaud, il était professeur à l'université de Marne-la-Vallée et ses activités concernent pour l'essentiel la chimie physique moléculaire théorique et dont la chimie par les calculs, c'est-à-dire la modélisation par les calculs de la chimie, chose que c'est très précise et très importante aujourd'hui. Une grande partie de son activité porte également sur les structures et les spectroscopies des composés métalliques. Madame, elle est présidente actuellement de la Société chimique de France et membre de l'European Academy of Science et fellow de la Chinese Chemical Society. Soyez la bienvenue, Madame. Voilà. Oui. Alors, la deuxième normalienne, Madame Brochard-White, aussi ancienne élève de l'école normale, agrégée physique, et elle était professeure à l'université d'Orsay, où vous avez connu Pierre-Gilles Desgènes, qui vous a dirigé sa thèse. En 1975, vous retournez, ou plutôt vous rejoignez les collèges de France, et vous avez été ensuite professeur à l'université Pierre et Marie Curie. En 2003, vous êtes devenu membre de l'Institut universitaire de France. Et dire le nombre de papiers de Madame White, c'est une chose assez extraordinaire, parce que quand même, je l'ai dit, je les cite, 260 papiers, vous savez, en physique. 260 papiers. Alors, pour vous donner une idée, puisque j'ai quelques minutes, il a un facteur H, vous me direz qu'est-ce que c'est ça, un facteur H de 62. Qu'est-ce que c'est un facteur H? Un facteur H, pour nous scientifiques, c'est un label, c'est-à-dire ça représente combien de fois nous sommes cités par nos collègues et quelle est la demi-vie de ces citations. Un très bon chercheur, il y a en général 45-50 de facteurs H. 62, c'est pas mal. C'est presque, si c'est pareil, que c'est qu'il a eu le prix Nobel. Alors, mais soyez rassurés, parfois vous êtes cité par vos collègues parce que vous êtes trompé dans une publication. Et quand vous vous trompez, la citation, ça dure bien plus longtemps que quand vous ne vous trompez pas. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir et vous accueillir.
voilà. Ah oui, vous parlez d'abord. Oui, oui, ok. Bon, c'est pour moi un grand honneur d'être ici aujourd'hui, bien sûr, en mon nom, mais aussi pour ma discipline, parce que comme on l'a présenté, je suis chimiste. Et c'est vrai que quand on est au sein d'une discipline, ça représente 50 années de travail au sein et pour la communauté. Aussi bien pour la promotion de l'enseignement, de la formation. Et on a parlé tout à l'heure de l'Europe. C'est clair qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années, dans les deux dernières décennies, pour harmoniser les formations. Donc, l'enseignement a été un outil pour ça. La recherche aussi, bien sûr, parce que la recherche n'a pas de frontières. La chimie, elle irradie. Et si parfois elle est mal perçue, il faut savoir aussi qu'on a besoin de développer les formations pour faire connaître non seulement aux jeunes, mais au plus large public possible toutes les possibilités que peut offrir la chimie pour venir à bout des grands problèmes qui nous entourent, aussi bien l'environnement que la pollution, que la nourriture également, que la santé. La chimie contribue beaucoup à ça. Et donc, moi, ça a été une grande part de mes activités au cours de ma carrière, c'était de promouvoir à la fois l'enseignement, la recherche, et puis également l'ensemble de la communauté. Je veux dire que j'ai consacré beaucoup de temps à l'animation aussi de la communauté des chimies. Et j'espère pouvoir consacrer un peu de temps à cette nouvelle famille où j'entre aujourd'hui dans cette académie. Voilà, merci. Je suis moi-même très honorée de vous rejoindre. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que je suis aussi mère de 6 enfants et mes enfants sont ma plus grande fierté. Mais ce que je fais, j'ai été dans la physique qu'on appelle de la matière molle et maintenant je travaille à l'Institut Curie et on fait ce qu'on appelle la physique du cancer, c'est-à-dire qu'on travaille entre biologistes et physiciens pour amener les concepts de la physique dans la biologie. Et il s'est trouvé que c'était vraiment passionnant. Donc, je n'ai pas arrêté de travailler malgré mon âge. Je vais tous les jours à l'Institut Curie. Là, je suis un peu malade, j'ai du mal à parler. Mais ce que j'aime, c'est la transmission aux jeunes. Aussi, le fait qu'on a en mémoire des choses qui ont été faites pendant 50 ans. Et on voit que les jeunes, tout ce qui n'est pas sur Internet disparaît. Donc, on a un devoir de rappeler les grandes époques et tout ce qui a des fois souvent refait sous nos yeux. Donc on a un devoir de raconter aux jeunes en fait comment ça s'est passé. Et moi, ma grande passion, c'est de rester active et de travailler avec des gens qui sont jeunes. J'aime la jeunesse, j'aime transmettre, j'aime parler, j'aime collaborer et je continue à faire mon travail de chercheuse. Voilà, donc je suis très fière de vous avoir rejoint et j'espère d'apporter quelque chose. Jean-Robert Mogat, la deuxième section. Je présente monsieur le professeur Olivier Grenouillot, agrégé d'histoire, docteur, habilité à diriger les recherches, qui a enseigné à l'Université de Lorient, puis à Sciences Po Paris, avant de devenir, en 2009, IGN, inspecteur général d'histoire. Alors, 3 phases peuvent être distinguées dans son itinéraire d'enseignant-chercheur, lié à l'étude du commerce international et des mondes ultramarins. Une première phase, de 88 à 97, l'a conduit à travailler sur l'histoire du négoce maritime nantais, français et européen, sur la longue durée, du XVIIe au XXe siècle, maison de commerce négociante, stratégie économique, sociale, politique et culturelle, lien avec l'État et le processus d'industrialisation. La seconde période, de 1997 à 2005, a été consacrée à l'histoire globale d'un type de commerce international spécifique, la traite ou le commerce des êtres vivants, en se focalisant sur les traites ayant concerné l'Afrique noire entre le 8e et le 20e siècle. Et la troisième phase, depuis 2005, concerne l'histoire globale des esclavages et de leurs abolitions, notamment dans l'optique de l'économie morale, c'est-à-dire des rapports entre économie, éthique et politique.
Merci. On m'a donné une minute, je serai peut-être plus bref encore. Si nous sommes là ce soir, c'est peut-être parce que l'on partage une idée, et l'idée que la connaissance et la recherche de la vérité peuvent peut-être nous permettre d'approcher le bien. Alors je peux vous assurer une seule chose, c'est que j'essaierai de travailler dans cet esprit au sein de l'Académie. Je suis très honoré de la confiance que vous m'accordez en m'admettant parmi vous, en m'accueillant. Merci. Alors, je présente le professeur Paravicini Baglione, voilà, qui est un très grand médiéviste. En l'accueillant parmi nous comme membre étranger, nous accueillons là un des très grands médiévistes européens. Je dois dire que je connais le professeur depuis longtemps. Nous croisons dans des sociétés savantes en France et en Italie. Et c'est pour l'Académie un très grand honneur que le professeur Paravicini ait accepté d'être des nôtres. Merci beaucoup. Je suis venu pour dire toute ma gratitude à l'Académie catholique de France pour m'avoir élu, mais je suis venu aussi derrière l'Académie pour dire aussi ce que tant de chercheurs français, comme je suis italien et suisse, je peux donc me permettre de parler des chercheurs français que j'ai connus, à travers beaucoup d'institutions, d'abord à Rome, l'École française de Rome. J'ajouterais même la Bibliothèque Vaticane, où j'étais 12 ans comme scriptor, parce qu'à l'époque, enfin dans les années 70 encore, la majorité des scriptors, enfin de ceux qui s'occupent des manuscrits, des conservateurs des manuscrits, étaient de langue française, et notamment français, pas seulement français, mais de langue française. J'ai eu beaucoup de contacts avec l'École pratique des hautes études, mais je n'oublie pas non plus le Centre Saint-Louis à Rome, enfin, tant d'institutions qui m'ont aidé à travers les personnes. Et je pense que si j'ai toutes les recherches que j'ai faites pendant ces longues décennies autour de la papauté médiévale, elles n'auraient pas été les mêmes sans la stimulation intellectuelle, y compris l'amitié, mais sans la stimulation intellectuelle que j'ai toujours ressentie en côtoyant vos institutions et ceux qui les représentent. Merci beaucoup. Bien, je suis Jean-Louis Vieillard-Baron, responsable de la 3e section Philosophie et Théologie au sein de l'Académie catholique de France. Et j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Andrea Bellantone, qui est doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, qui est de Toulouse, pardon. Alors, Andrea Bellantone, qui est italien et qui a fait ses études à l'université de médecine, est arrivé en France et s'est imposé comme le meilleur spécialiste du spiritualisme français, c'est-à-dire de cette école philosophique qui est plutôt un courant, un mouvement qui est enraciné au XIXe siècle avec l'œuvre de Mène de Biran et de Victor Cousin, qu'il a étudié de très près, et qui va jusqu'au XXe siècle, et qui s'est terminé pratiquement avec les œuvres de Jean Nabert et de Louis Lavelle. Alors, c'est un plaisir véritable de présenter Andrea Bellantone, parce qu'il a adopté entièrement la culture française et la culture catholique des instituts catholiques, et il exerce maintenant des responsabilités qui ne l'empêchent pas de faire un travail de recherche exceptionnel. Alors, voilà pour tout. Merci. Je suis installé en France depuis 2010. J'ai adopté peut-être la culture française, mais c'est vrai aussi que le monde universitaire français m'a adopté, et notamment celui des universités catholiques.
Donc mon premier sentiment ce soir, c'est de gratitude pour ce qui a été possible pour moi grâce à cette générosité et cet esprit hospitalier des institutions universitaires françaises. C'est évidemment aussi un sentiment de grande responsabilité, parce que je sais que l'élection à l'Académie impose de nouvelles exigences intellectuelles. J'espère d'être à l'auteur, et notamment de continuer mon travail, comme l'a dit le professeur Villard-Baron, autour de la tradition des philosophies de l'esprit d'expression française, qui effectivement a encore beaucoup à donner à la réflexion philosophique aujourd'hui. Et je sais que l'Académie, comme a été rappelé par Monsieur le Président, est très attentive à cette tradition de pensée, comme le démontre le colloque Blondel qui aura lieu dans un mois. Donc j'espère de m'inscrire de façon constructive dans les travaux de l'Académie et je vous remercie pour votre confiance. Voilà, Yvonne Flour, je suis membre de la section 5 de notre académie et je vais présenter les nouveaux arrivants à la place de Laurent Leveneur, qui n'est pas disponible aujourd'hui et c'est un grand honneur pour moi. Alors, je présenterai d'abord la section 5 accueille 3 nouveaux membres. Je vais les prendre dans l'ordre alphabétique, ça m'évitera des questions de préséance. Et je commence donc par Yves Gaudemet. Et c'est pour moi vraiment une joie d'accueillir Yves Gaudemet, que j'accueille comme un ami. Dans sa jeunesse, il a été l'élève de mon père et j'ai été l'élève du sien. Ça crée des liens qui perdurent encore aujourd'hui. Yves est agrégé des facultés de droit depuis 1972 et c'est un administrativiste. Il a d'abord enseigné au Maroc à l'université Mohamed V, puis il est venu à Paris. Il est aujourd'hui professeur émérite à l'université Paris II. Son œuvre scientifique est tout à fait considérable. Il est l'auteur d'un grand traité de droit administratif. Il publie dans toutes sortes de revues. Il a une activité internationale, un rayonnement international très grand. Et comme il joint toujours la théorie à la pratique, il a été conseiller des autorités publiques dans toutes sortes de fonctions que je n'énumérerai pas parce que ce serait beaucoup trop long. Enfin, il faut dire qu'il est aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et sa présence est donc pour nous un très grand honneur. Alors, toujours dans l'ordre alphabétique, le second est M. Jacques Gravreau, dont la candidature est originale parce qu'elle comporte 2 faces qui sont assez différentes mais très complémentaires. Sur le plan académique, M. Gravreau est docteur en sciences économiques, il est diplômé d'HEC et il a enseigné pendant de longues années à HEC, il enseigne toujours d'ailleurs à HEC et aussi à Sciences Po. Il parle 6 langues, il est devenu un des meilleurs connaisseurs de l'Asie, allant de la Chine au Japon en passant par la Corée. Et quand il parle de lui-même, il dit « Je suis un vieil asiatique ». Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui m'ont paru se répartir en 2 thématiques, l'Asie d'un côté et les crises monétaires et financières de l'autre. Mais c'est aussi un homme d'action. Il a commencé sa carrière en entreprise. Pendant qu'il était professeur à HEC, il a créé le HEC Eurasia Institute avec beaucoup de formations à l'international. Il a ensuite été président du Conseil de coopération économique de la région Pacifique et actuellement, il est président du Forum Asia-Europe Business qui prépare les réunions économiques des sommets des chefs d'État des 2 continents. Et enfin, point important, avec son épouse, il est très engagé dans une ONG humanitaire pour un sourire d'enfant qui accueille 7000 enfants au Cambodge, qui soutient 20 000 familles. Et donc, je pense que par la diversité de son expérience, il sera d'un très grand apport pour notre académie. Et enfin, le troisième, M. Robert Leblanc, dont la candidature est plutôt celle d'un homme d'expérience et de témoignage. Robert Leblanc est polytechnicien. Par la suite, il a soutenu à Paris-Dauphine une thèse en stratégie des organisations. Il a d'abord développé une activité de consultant pour ensuite entrer dans le monde de l'assurance et il est aujourd'hui PDG de la société Aon France. Et il est aussi président du comité d'éthique du mouvement des entreprises en France. Mais ce qu'il distingue surtout, c'est la force de ses engagements chrétiens. Il a présidé pendant plusieurs années le mouvement des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens. Et là, il a œuvré à placer la doctrine sociale de l'Église au cœur de l'action de cette organisation, qui a connu sous sa présidence un essor considérable. Il est aussi membre de la fondation Centesimus Annus, créée par Jean-Paul II pour la diffusion et le développement de la doctrine sociale de l'Église.
Et dans ce cadre, il a créé une branche française de cette fondation qui rassemble une trentaine de dirigeants. J'ai lu quelque part que vous aimez beaucoup les voitures et que vous avez même 7 voitures, alors attention à la pollution. Mais c'est un exemple impressionnant de cohérence entre la vie professionnelle et le témoignage chrétien. Et je pense donc que son apport à l'Académie sera considérable. Si vous pouvez remettre ça, Madame Flour, aux impétrants. Monsieur Robinet, vous avez... Bien sûr, mon premier mot sera de gratitude et de vous dire combien je suis honoré de rejoindre cette académie. Je le dois à la sollicitation d'amis très proches et je les en remercie. Mais je dois tout de suite doubler ce message de gratitude par une confession. J'ai le sentiment, une fois de plus, d'être un imposteur. Yvonne Flour l'a rappelé tout à l'heure. Monseigneur Minrat, après ce magnifique discours, m'avait rappelé le souvenir qu'il avait de mon père. Une fois de plus, je pense que c'est le souvenir de mon père que l'on distingue et que l'on ressuscite. Et j'avoue que cette confession m'est particulièrement précieuse. Merci, je suis bien entendu honoré d'être dans cette assemblée qui regroupe collectivement une somme de sagesse, d'expérience et de connaissances. Mais comme on m'y a convié pour être l'asiatique de service, du moins m'intéressant aux cultures lointaines, j'aimerais juste partager avec vous une série d'enquêtes scientifiques qui ont été faites depuis une trentaine d'années et qui s'attachaient, à travers un très vaste spectre de civilisations très différentes, à demander aux gens quelles étaient les valeurs personnelles essentielles, incontournables, auxquelles ils étaient attachés. Et rassurez-vous, ça va durer moins d'une minute. De façon extrêmement surprenante, quand on reprend toutes ces enquêtes, il y a 3 mots qui se détachent sous toutes les latitudes, quelles que soient les configurations de systèmes politiques, de croyances, d'héritage culturel. Et ces 3 mots sont dignité, vigilance, foisonnement. Alors, voilà un peu de sel pour mettre dans nos débats, et je vous remercie de cette minute qui n'est pas de silence, mais de parole libre et bienveillante. Voilà, je suis à mon tour très honoré d'être ici, et je veux dire très intimidé, parce que mon parcours, ça a été dit, n'est pas celui d'un académique, et me voilà dans une académie, donc je doute d'être tout à fait à ma place, mais puisque vous m'y accueillez, j'y viens et heureux d'y être. Et ce que je peux apporter, c'est tout simplement la force du témoignage. Et dans les discussions qu'on a dans Centesimus Annus avec Monseigneur Antoine de Romanet qui est là, il nous rappelle régulièrement que le témoignage a toute son importance, et donc sans être théoricien, on peut apporter quelque chose. Et mon témoignage, si j'ai pris cet engagement aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens il y a déjà 20 ans, parce que je suis militant d'une idée qui est qu'il ne faut pas opposer les différentes parties prenantes. On parle beaucoup des parties prenantes des entreprises aujourd'hui, et je suis convaincu qu'une dynamique positive permet de faire converger les intérêts. Je ne fais pas d'angélisme, je sais que ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est vrai beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, et c'est la cause que je défends. Bonsoir, je vais être encore plus bref que mes prédécesseurs, pour une raison très simple, c'est que la personne que je présente n'est pas là ce soir. C'est un éminent préfet, mais comme tout préfet, il est taillable et corvéable à merci, et donc pas toujours disponible. Il s'agit de Jean-Jacques Brault. Jean-Jacques Brault est diplômé de Sciences Po et d'HEC. Après de brillantes études, il est rentré dans la carrière administrative, préfectorale bien entendu, et son tropisme est nettement celui de l'outre-mer, puisqu'il a été en fonction dans des postes souvent délicats, à Mayotte, il a été en fonction à la Guadeloupe, il a été en fonction en Nouvelle-Calédonie, où il a été haut-commissaire, et il s'en est tiré souvent avec beaucoup d'habileté et de brio. Et puis, bien entendu, il a eu à remplir des tâches en métropole, dans des gros départements comme la Vendée, comme les Hauts-de-Seine, et aujourd'hui les Yvelines. Et
ce que je voudrais ajouter, c'est que Jean-Jacques Brault a un ancrage chrétien très fort, qui n'est pas clandestin, et qui se traduit notamment dans une grande activité caritative avec son épouse à ses côtés. Et cela explique pourquoi, avant d'être aujourd'hui préfet des Yvelines, le président Hollande l'avait nommé en mission pour veiller aux réfugiés irakiens et syriens qui étaient accueillis en France, et notamment les réfugiés chrétiens. Et je peux témoigner que dans ce domaine, il a fait preuve d'une activité extraordinaire, justement en sachant utiliser toutes les ressources de sa palette pour mobiliser toute la fonction publique, diplomatique et nationale au service de ces malheureux. Bien, je renouvelle donc l'expression de la bienvenue au nom de l'Académie aux 9 nouveaux membres et nous espérons profiter évidemment de leur expérience et de leur savoir. Le temps est maintenant venu de la pause musicale grâce à notre membre de la section Arélette, Thierry Esquèche, qui va maintenant s'approcher près du piano qui a été réaccordé à son intention. Thierry Esquèche est membre de notre académie, que je viens de le dire, dans la section Arts et Lettres. Il est également membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il est professeur au Conservatoire national supérieur de musique. Il est pianiste et organiste titulaire du grand orgue de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris depuis 1996, où il a succédé à Maurice et Madeleine Duruflé. Il est l'auteur d'une centaine d'œuvres, toutes remarquées et la plupart sanctionnées par des prix internationaux. Alors je lui ai demandé son actualité parce qu'on joue son œuvre partout dans le monde maintenant désormais. Alors son actualité est celle-ci. Il créera très prochainement un opéra, Shirin, sur un livret d'Atik Raimi, donc à l'Opéra national de Lyon au mois de mai prochain. Paraît actuellement Short Stories, c'est un CD monographique sur sa musique de chambre qui est interprétée par le quatuor Chaklik sous le label Alconas Classique. Il a bien voulu jouer ce soir sur thème imposé, l'Europe.
Chers amis, j'introduis maintenant Jean-Dominique Durand, historien du christianisme, professeur émérite de l'Université Lyon 3. Il est membre du Conseil pontifical pour la culture ainsi que correspondant du Conseil pontifical des sciences historiques. Il est non moins, et je ne cesse de m'en féliciter, vice-président de notre académie. Mais théoricien, il est également investi dans le monde de la cité comme maire adjoint de la ville de Lyon, chargé des affaires du patrimoine, de la culture, de la mémoire. Parmi ses dernières publications, la codirection d'une encyclopédie de 1350 pages sur le monde du catholicisme aux éditions Robert Laffont. Il était donc hautement qualifié pour traiter de la brûlante question pour laquelle il a été sollicité et à laquelle il a donné l'intitulé suivant « Catholicisme et Europe, une identité contestée ». Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues et confrères, je suis très impressionné d'avoir été chargé de cette leçon inaugurale de l'année académique, de l'année de l'Académie catholique de France. Le décès récent du président Jacques Chirac a été l'occasion de revenir sur son bilan et, entre autres, sur son refus d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le projet de préambule de la Constitution de l'Union européenne. C'était en 2004, le souvenir en reste vif dans les milieux catholiques comme une blessure mal cicatrisée. Au moment où une nouvelle commission se met en place, on peut se poser à nouveau la question de l'identité. Qu'est-ce que l'Europe ? Et alors que l'Union européenne correspond avec ses 27 membres, peut-être bientôt 26, à la majeure partie du continent, si on laisse de côté l'immense Russie et donc le Royaume-Uni, à quelle valeur celle-ci se réfère-t-elle ? La nouvelle Commission européenne a prévu la nomination d'un commissaire à l'European Way of Life, traduit en français par protection du mode de vie européen, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait la même chose. La lettre de mission n'évoque aucunement les questions spirituelles. C'est la commissaire aux valeurs et transparences qui est déléguée aux relations avec les églises, les associations religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles. On est là, en fait, dans la pratique du traité de Lisbonne de 2007. Dans son préambule, celui-ci dit que l'Union s'inspire, et le mot « s'inspire » est évidemment important, s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. Les valeurs reconnues par l'Europe sont donc mises en rapport avec leurs sources, les héritages européens. Ce n'est d'ailleurs pas très nouveau, puisque Paul VI le disait déjà en 1977 au Conseil de l'Europe. Je le cite, « L'Europe conserve une responsabilité particulière pour témoigner dans l'intérêt de tous de valeurs essentielles comme la liberté, la justice, la dignité personnelle, la solidarité, l'amour universel et réciproque. » René Raymond observait également que l'Europe a la particularité d'être l'unique continent entièrement christianisé. Il soulignait que pour beaucoup de peuples européens, comme la Hongrie, la Pologne par exemple, la conversion au catholicisme a coïncidé avec la naissance même de la nation, liant ainsi indissolublement identité nationale et identité religieuse. Je le cite, « Cette commune appartenance chrétienne est une composante de l'identité européenne. Elle crée une différence originelle avec les autres continents qui s'atténuera avec le mouvement missionnaire par lequel l'Europe apportera sa foi aux autres mondes. »
Alors il est aisé de multiplier les citations de grands auteurs, allant dans le même sens pour désigner l'unité fondamentale de l'Europe, de Goethe pour qui, je cite, la langue maternelle de l'Europe est le christianisme, à Kant qui voyait dans l'Évangile la source d'où notre civilisation a jailli, jusqu'à l'Américain Thomas Eliot qui notait « Un citoyen européen peut ne pas croire que le christianisme est vrai, et pourtant, ce qu'il dit est fait provient de la culture chrétienne dont il est l'héritier. » Paul Valéry a résumé à sa manière l'Europe. Il y a Europe là où les influences de Rome sur l'administration, de la Grèce sur la pensée, du christianisme sur la vie intérieure se font sentir tous les trois. Giorgio La Pira a identifié les trois pierres sur lesquelles l'Europe s'est construite: juridique, Rome; métaphysique, Athènes; prophétique, Jérusalem. Et pour Benoît XVI, c'est la triple rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, et entre la foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome qui forment, dit-il, l'identité profonde de l'Europe. Du point de vue religieux, l'Europe est historiquement marquée par le pluralisme, ce qui n'exclut pas la puissance de l'empreinte du christianisme et la vitalité des racines chrétiennes, on l'a vu, constamment rappelées par Jean-Paul II et Benoît XVI. On peut distinguer une mémoire juive ancienne, car on observe une présence juive à Rome dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette mémoire est faite de douleur, de l'expulsion des Juifs d'Espagne à la Shoah. Celle-ci est d'autant plus importante que c'est en partie du génocide des Juifs qu'est née la conscience de la nécessité de construire l'Europe autrement. Il faut tenir compte aussi des mémoires des schismes, et particulièrement de la rupture entre latins et grecs de 1054. La chrétienté latine s'est à son tour déchirée au XVIe siècle avec la réforme protestante, elle-même pleine de nuances et de divisions internes. Les mémoires des persécutions, les guerres entre les confessions chrétiennes étaient encore actives il y a peu comme en Irlande. La mémoire du génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman interroge la conscience européenne. Non moins vivaces sont les préjugés et les divisions entre peuples, ethnies, groupes linguistiques. L'Europe présente une pluralité culturelle difficile à composer. Emmanuel Todd a parlé de la fragmentation anthropologique de l'Europe. Et Denis de Rougemont notait dans ses écrits sur l'Europe, je le cite, que cet état de polémique permanente portant sur les principes fondamentaux de toute culture ou civilisation n'a pas produit seulement de l'anarchie et des guerres. Il a contraint les élites et par elles la partie agissante des masses européennes à développer ce que je voudrais appeler les trois vertus cardinales de l'Europe: le sens de la vérité objective, le sens de la responsabilité personnelle, le sens de la liberté. Alors l'Europe est plus que jamais terre du pluralisme religieux. Elle vit de ce point de vue une véritable révolution culturelle avec l'émergence rapide d'une société multiculturelle et multireligieuse liée aux migrations. En même temps, elle voit émerger en elle de nouvelles peurs, de nouveaux replis sur soi, voire des néonationalismes qui tendent à exacerber l'idée de frontières et à exalter, à manipuler un christianisme qui serait l'unique fondateur de l'Europe. Or, celle-ci constitue historiquement l'espace dans le monde le plus dense de rencontres entre les peuples et les traditions culturelles. Là est l'âme de l'Europe, dans la trame fournie par le judéo-christianisme, enrichie par d'autres apports tels que l'islam, présent avec l'installation des Omeyyades en Espagne au début du 8e siècle, mais aussi en Sicile et dans les Balkans. L'Europe se trouve plongée aussi dans la question des rapports entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, autrement dit, entre religion et politique.
si ces relations furent souvent tumultueuses, si la France a opté pour une séparation inscrite dans la loi de 1905 et une laïcité rigoureuse et parfois obsessionnelle, si chaque État européen a construit ses propres solutions par rapport aux religions, l'ensemble de l'Europe est marqué fondamentalement par les formules du Christ qui invitaient à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, tout en répétant que mon royaume n'est pas de ce monde. Il invitait à distinguer deux ordres de réalité. Il récusait de ce fait toute forme de pouvoir théocratique et posait les bases de l'autonomie du politique par rapport au religieux et inversement. C'est paradoxalement sous d'autres influences, celles notamment de la philosophie des Lumières, que la liberté de conscience, en particulier la liberté de ne professer aucune religion, a pu s'imposer. L'Europe s'identifie à l'humanisme qui se distingue par le caractère central de la personne et des droits humains. De là naît le principe moderne de démocratie dans laquelle la personne est respectée pour elle-même et participe à l'œuvre commune. Le christianisme a élaboré la notion de personne humaine pour exprimer la foi en Dieu un et trine, trois personnes en une seule nature, en Jésus homme et Dieu, une personne en deux natures, et en la vocation personnelle de tout homme, fils de Dieu. Il insiste sur la dignité de la personne parce qu'elle est éclairée par la foi trinitaire et christologique, parce qu'elle est à l'image de Dieu et trouve sa fin dans la vision de Dieu. Elle est dotée de liberté et de raison. Son modèle est le Christ, image parfaite du Père, qui a accepté librement son sacrifice pour acheter les péchés. La personne est incarnée. En elle, sa part transcendante, l'esprit, est liée à sa part matérielle, le corps, sa place dans la société, dans l'histoire. D'où sa vocation et sa responsabilité de rendre présentes les valeurs dont elle tire sa dignité. La notion de personne est présente néanmoins dans d'autres traditions de la pensée occidentale, depuis Socrate, dans les philosophies du sujet, de la conscience intellectuelle et morale, de la liberté de l'individu et des droits de l'homme. Elle a trouvé son expression dans la philosophie personnaliste, portée notamment par Emmanuel Mounier et Jacques Maritain. La notion de personne permet d'insister sur la dynamique relationnelle, en particulier sociale, contre l'individualisme issu du rationalisme des Lumières, contre les collectivismes qui uniformisent. L'idée de personne appelle à la communion au sein de communautés diverses à des niveaux différents, des plus petites aux plus vastes. Il n'est pas surprenant que les premières expressions de l'unité de l'Europe aient pris le nom de communauté. Elles traduisaient l'inspiration personnaliste des pères de l'Europe. La personne est centrale dans la construction européenne. La Charte des droits fondamentaux de 2000 le dit dans son préambule. L'Union place la personne au cœur de son action. Alors, on le voit, la question de l'identité européenne est bien complexe. C'est pourquoi le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe à intégrer ou non dans la Constitution est vite devenu un débat biaisé par des objectifs politiques plus ou moins avoués qui ont encombré la discussion. Il est un fait que l'Europe s'est nourrie du christianisme qui assure au continent une unité. Mais le christianisme n'est lui-même pas uniforme. Il est fait, on l'a vu, de mémoires différentes, voire conflictuelles, liées aux influences subies, aux événements et aux hommes, aux lieux et aux langues, tout cela étant inextricablement imbriqué. Paul Veyne s'interrogeait, l'Europe a-t-elle des racines chrétiennes? Et étrangement, en tant qu'historien, pour un historien, il disait, existe-t-il des racines dans l'histoire? En tout cas, un grand arbre comme l'arbre européen a forcément des racines nombreuses qui s'entremêlent. Edgar Morin parle d'un bouillon de culture, d'un tourbillon culturel pour qualifier l'Europe. Et pour le pape François,
je le cite, « Il faut parler de racines au pluriel, car il y en a tant. En ce sens, quand j'entends parler des racines chrétiennes de l'Europe, j'en redoute parfois la tonalité qui peut être triomphaliste ou vengeresse. » Jean-Paul II en parlait avec une tonalité tranquille. L'Europe, oui, a des racines chrétiennes, le christianisme a pour devoir de les arroser, mais dans un esprit de service commun par le lavement des pieds. Le devoir du christianisme pour l'Europe, c'est le service. Alors cette réflexion amène à poser avec Andrea Riccardi, le fondateur de la communauté de Sant'Egidio, la question de l'abandon de l'Europe par les catholiques. La culture officielle forgée par les médias leur est fondamentalement hostile. Tous les chiffres sont au rouge dans toute l'Europe. Baisse des pratiquants à la messe dominicale, baisse des vocations sacerdotales, diminution du nombre des religieux et surtout des religieuses qui ont tant marqué le paysage humain des nations européennes. Fermeture d'églises, détruites ou reconverties. En Hollande, le cardinal Eijk, archevêque d'Utrecht, a donné le chiffre de 1000 églises fermées entre 2008 et 2018, 600 protestantes et 400 catholiques, c'est-à-dire environ 2 ou 3 par semaine. Aujourd'hui, l'Europe est une réalité de minorité et les catholiques, les chrétiens en général, constituent une minorité parmi d'autres. La sécularisation a fait des religions majoritaires des minorités, certes importantes, certes enracinées, mais minorités. Or, Benoît XVI a repris à son compte une idée utilisée ou un concept utilisé par Arnold Toynbee, pour qui les minorités créatives sont le cœur de la création d'une civilisation. Si Paul Valéry pensait que les civilisations étaient mortelles, pour l'historien britannique, il arrive qu'elles se suicident. Il dit « elles ne sont jamais assassinées, elles se suicident ». Alors, à partir de cette idée, le pape a pu affirmer, je le cite, « Ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir. Et dans ce sens, l'Église catholique doit se comprendre comme une minorité créative qui possède un héritage de valeurs qui ne sont pas des restes du passé, mais une réalité très vivante et très actuelle. » Le pape a introduit là une distinction profonde entre l'idée d'un catholicisme européen comme minorité créative et le repli minoritaire du catholicisme sur lui-même. Dans un tel esprit, déjà, Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, appelait à donner une âme, une spiritualité à l'Europe. Il est clair que nous nous trouvons aujourd'hui, et depuis quelque temps, devant une crise de l'Europe, une crise de la conscience européenne, de l'européisme qui ne mobilise plus, une crise des institutions repliées sur elles-mêmes que personne ne semble pouvoir contrôler et qu'en tout cas les citoyens ne comprennent pas. Il s'agit aussi d'une crise chrétienne de l'Europe. Et il y a une urgence pour les chrétiens, répondre aux appels des papes à agir positivement et non à se lamenter de l'évolution des temps. Ils ont une responsabilité spéciale pour l'avenir de l'Europe, parce qu'ils sont porteurs d'une vision du monde et très concrètement d'une vision de la société. Ils ont un héritage à transmettre. Il ne s'agit pas de tomber dans la nostalgie d'une chrétienté dont, je parle sous le contrôle des médiévistes présents, une chrétienté qui n'a peut-être jamais vraiment existé, mais de travailler, de semer, de porter le christianisme dans la société. L'Europe est riche d'un patrimoine commun qui peut porter, malgré ou en raison de sa diversité, à une unité et contribuer à la paix dans un continent si longtemps déchiré. Mais une certaine unité culturelle, forgée par le christianisme et enrichie par d'autres apports, ne signifie pas qu'une identité européenne émerge réellement. Les identités nationales,
Les identités communautaristes même restent puissantes et même se renforcent sous l'effet notamment d'une mondialisation qui paraît irréversible et qui fait peur. Jérôme Fourquet, dans l'archipel français, parle d'une fragmentation de la nation. Son analyse porte sur la France, mais elle pourrait être étendue facilement à l'ensemble du continent. L'une des responsabilités des catholiques, en s'appuyant sur l'universalité du message évangélique dont ils sont porteurs ou devraient être porteurs, est de mettre en valeur ce qui unit, sans jamais oublier le message de Robert Schuman le 9 mai 1950, faire l'Europe, c'est-à-dire unir des peuples de tout temps opposés les uns aux autres, un rêve pour toute une génération alors marquée par 2 guerres mondiales. Cette construction européenne commençait en 1950, portée par des hommes d'État catholiques qui se poursuit encore non sans difficulté, n'en représente pas moins un unicum historique dans l'histoire des hommes, fondé sur la création d'un nouveau système de relations entre les nations européennes en respectant les identités tout en créant une véritable communauté de destin. Vous l'avez rappelé, Monseigneur, il y a un instant. Les citoyens européens, volontiers eurosceptiques, oublient trop vite que l'Union européenne est pour de nombreux pays un modèle, un rêve. Après le démantèlement du rideau de fer, les nations libérées de la dictature communiste ont vu dans leur adhésion rapide une garantie pour s'assurer un avenir de paix et de prospérité. Et pour bien des régions déchirées par la haine, en Europe et ailleurs dans le monde, le processus européen tend à démontrer que haine et guerre ne sont pas forcément un destin inévitable. Comme l'a dit le comité Nobel en attribuant le prix Nobel de la paix à l'Union européenne en 2012, je cite, « Le travail de l'Union européenne est un symbole de fraternité entre les nations. » Le christianisme, et je terminerai en citant notre président, Philippe Capelle-Dumont, a écrit que le christianisme, en s'appuyant sur l'évangile selon saint Jean, ne fait pas que proposer, moins encore suggérer, il invite et suscite. Là est l'enjeu pour les chrétiens européens. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie doublement, Monsieur le vice-président. Voilà, je veux remercier en votre nom le professeur Durand pour cette leçon académique. Je remercie en votre nom Monseigneur Minrat pour sa présidence. Bienvenue aux 9 nouveaux membres. Merci à vous tous de votre participation. Je vous remercie. Bonne soirée.